D'abord, en si grand nombre, je m'appelle Anne-Marie Savoie. Je suis en charge donc des travaux opérationnels, disons, de la déclaration. J'ai parlé à la plupart d'entre vous. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Avant de vous présenter Marc-Antoine Dillac pour le mois officiel de bienvenue, je voudrais simplement vous donner peut-être quelques consignes. C'est-à-dire, vous avez avec vous des formulaires de consentement, donc qui spécifient, on vous demande de les signer et on va les récupérer là, à la pause. Donc, tout enregistrement, comme vous pourrez le lire, soit audio, il n'y en a pas de vidéo en fait, alors, et les photos seront utilisées seulement là, à nos fins. L'enregistrement audio, c'est seulement pour fin de compte-rendu. Alors, merci de signer ça. S'il y en a qui n'ont pas encore trouvé leur table, on a mis le numéro de votre table derrière votre cocarde. Et puis, c'est ça, vous êtes là en grand nombre, les tables sont nombreuses et très diversifiées et on en est très fiers. Alors, sans plus tarder, pour le mot officiel de bienvenue, j'imagine qu'il n'est pas loin, il est tout près. Au-dessus de toi. C'est comme le bon Dieu. Alors, je vous laisse avec Marc-Antoine Dillac, le professeur agrégé au département de philosophie de l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en éthique publique et membre et chercheur au Centre d'éthique, au Centre de recherche en éthique. Merci, Marc-Antoine. Merci, Anne-Marie. Alors, mot de bienvenue, bienvenue, voilà. On va faire court, la journée va être longue, donc ce que je voudrais simplement rappeler, c'est que l'événement auquel vous êtes conviés, et qu'on prépare maintenant depuis quelques mois au fond, eh bien, il fait suite à un forum qui a eu lieu le 2 et le 3 novembre dernier, 2017, forum sur les impacts sociaux de l'intelligence artificielle, auquel nous avons participé et au cours duquel nous avons lancé ce projet de déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle qui a pris beaucoup d'ampleur en créant beaucoup d'attentes dans la société civile, dans le monde des décideurs publics. On en est très heureux, mais évidemment, la barre est placée maintenant haut. Alors, je voudrais simplement rappeler que cette initiative est une initiative de l'Université de Montréal avec les fonds de recherche du Québec. Placer sur cette carte-là un acteur qui est l'acteur majeur de la recherche en intelligence artificielle à Montréal, c'est le MILA, donc l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal. Rappelez qu'avec le MILA, tout un écosystème s'est créé, notamment avec Ivado et tout un ensemble d'entreprises et de startups qui se sont organisées autour de cette recherche fondamentale. Rappelez également que nous avons des partenaires importants à l'Université de Montréal comme le Cyrano, et je crois que sa directrice devrait nous rejoindre aujourd'hui. Le Cyrano, c'est le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations. Le Centre de recherche en éthique, évidemment, pour la partie d'expertise en éthique, le LabVIL, prospective, ainsi que design et société. Et puis, au niveau fédéral, nous avons le soutien de ICRA, Institut canadien de recherche avancée, plus connu avec son acronyme anglais CIFAR. Et puis, donc, cet ensemble d'acteurs se sont conjoints, se sont mis ensemble pour coopérer autour de cette grande déclaration. Mais aujourd'hui, les acteurs principaux, c'est vous. Pour pouvoir vous laisser travailler, on va d'abord commencer quelques présentations. Et la première présentation qui va vous être proposée concerne tout simplement l'intelligence artificielle en elle-même. Et donc, je vais laisser la parole à Simon Lacoste-Julien, qui est professeur à l'Université de Montréal au département d'informatique et membre du MILA. Il va nous parler des principes de l'intelligence artificielle. Merci Simon. Alors, bonjour.
Bonjour tout le monde. Donc, mon nom, c'est Simon Lacoste-Julien. Je suis membre du MILA, professeur à l'Université de Montréal. Et je me sens un peu comme un cyborg en ce moment parce que je ne suis pas habitué d'avoir ce genre de micro. Donc, je vais essayer de ne pas être trop perturbé par ça. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui quelques éléments de contexte sur l'intelligence artificielle pour vous aider dans vos discussions plénières après entre personnes. Okay? Et donc, le plan, ça va être tout simplement de commencer avec qu'est-ce que l'intelligence artificielle et qu'est-ce que l'apprentissage automatique. Je vais donner après un peu de contexte historique à propos de l'intelligence artificielle, entre autres les percées de l'apprentissage profond, et je vais conclure avec juste quelques pistes de discussion pour les impacts sur la société. Donc, l'intelligence artificielle, elle est maintenant à nos portes. On parle de voitures qui se conduisent elles-mêmes. On parle aussi de pouvoir parler à son téléphone, donc la reconnaissance vocale. Ou même, il y a par exemple, un champion du monde de Go qui s'est fait battre par un ordinateur. Donc, des ordinateurs qui peuvent jouer à des jeux contre les humains et les battre. Donc, tout ça, c'est des exemples d'applications d'intelligence artificielle. Faible, entre parenthèses. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Eh bien, je vais vous donner une définition très, très vague, à high level, qui est tout simplement programmer des systèmes intelligents. Okay? Donc, qu'est-ce qu'un système intelligent? Eh bien, c'est un système qui se comporte, souvent les gens vont dire, de manière intelligente. Mais le problème, c'est que l'intelligence est très mal définie. Et en fait, je pense un truc à retenir pour vous, c'est qu'il n'y a pas de définition universelle d'intelligence artificielle. Okay? C'est un mot tendance de nos jours, ce qui fait que tout devient intelligence artificielle. Est-ce qu'une calculatrice est intelligente? Certaines personnes vont dire « Ah, ben oui, je ne suis pas capable d'additionner de multiplier des nombres si grands, donc la calculatrice est plus intelligente que moi. » Pour d'autres, vont dire « Ben non, ça, ce n'est pas l'intelligence. » Mais pour moi, le mot à retenir, c'est qu'il n'y a pas de consensus de définition. Et c'est un domaine très multidisciplinaire. Donc, des gens qui travaillent en intelligence artificielle, ça vient du domaine de l'informatique, des statistiques, le génie électrique, la physique, la psychologie, les neurosciences, etc. Donc, c'est beaucoup de domaines éparpillés qui travaillent sur des sujets assez connexes. C'est pour ça aussi que chaque communauté va avoir tendance à avoir leur propre définition de l'intelligence artificielle. Okay? Mais ce qui est important aussi, c'est quelques propriétés de cette intelligence-là. Entre autres, on peut penser que pour avoir un système intelligent, il doit avoir des connaissances. Okay? Et un autre aspect qui va venir important dans les applications qu'on voit et pourquoi maintenant il y a tellement de pénétration d'applications d'intelligence artificielle dans nos vies de nos jours, c'est d'avoir une capacité d'adaptation. Donc, que le système soit capable de s'adapter avec son environnement, avec ce qui se passe autour de lui. Et ces deux aspects-là, avoir des connaissances et être capable de s'adapter, on peut donner ces habiletés-là à un système en utilisant l'apprentissage automatique. Okay? Donc, l'apprentissage automatique, on peut le voir comme un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui est de programmer un ordinateur pour qu'il puisse apprendre. Okay? Et apprendre, s'adapter. Okay? Et donc, petite introduction à l'apprentissage automatique. Alors, je vais contraster l'apprentissage automatique avec la programmation traditionnelle. Okay? Donc, en informatique, on veut résoudre des problèmes, comme par exemple, supposons qu'on veut classifier des images. Donc, en entrée de notre programme, de notre ordinateur, on va pouvoir donner des images et on veut que notre programme nous donne en sortie une réponse, zèbre. Okay? Et donc, la programmation traditionnelle, c'est on va programmer l'ordinateur, donc on va lui donner une série d'instructions, comme une recette. Donc, premièrement, prenez la farine, mettez-la. Dans ce cas-là, ça serait faites des mesures sur l'image, c'est quoi la valeur moyenne des pixels, etc. Et on essaie de trouver des patterns là-dedans pour pouvoir faire une décision. Okay? Donc, par exemple, classifier des zèbres versus des tigres. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas résoudre ce genre de problème. On ne sait pas comment programmer un ordinateur pour pouvoir directement résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que pour un ordinateur, une image, c'est 1 million de pixels. Okay? Et si on bouge un peu le zèbre dans l'image, tous les pixels changent. Et donc, nous, on sait que c'est encore le même zèbre, mais c'est très difficile de programmer dans un ordinateur les invariances pour dire que, ben, regarde, tous les pixels ont changé, mais c'est le même zèbre. Okay? Et donc, c'est pour ça que on va dire, il y a 10-15 ans, on n'était pas capable de résoudre ce problème.
Et donc, l'apprentissage automatique, c'est que plutôt que programmer l'ordinateur à résoudre le problème directement, on va programmer l'ordinateur à apprendre à résoudre le problème. Okay? Donc, ce qu'on programme, on appelle ça un algorithme d'apprentissage. Donc, maintenant, la série d'instructions, ce n'est pas comment résoudre le problème, c'est comment apprendre. Okay? Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on donne en entrée à notre algorithme d'apprentissage, à notre programme? C'est des exemples d'entraînement. Donc, on appelle ça les données d'entraînement. Donc, ça serait une série d'images étiquetées avec voici les zèbres, voici les tigres, et programme, débrouille-toi avec ça pour pouvoir trouver en sortie un bon programme qui résout notre problème. Okay? Donc, dans un algorithme d'apprentissage, ça prend en entrée des données d'entraînement et en sortie, ça donne un autre programme qui, lui, résout le problème. Okay? Qu'on ne pouvait pas nous trouver nous-mêmes, mais qu'en donnant à un ordinateur la tâche de trouver ce programme, en fait, on peut résoudre le problème. Okay? Ça semble un peu magique. Je vais vous donner un exemple plus concret de comment on peut faire ça avec la classification. Donc, c'est ce problème-là. On veut pouvoir classifier les tigres et les zèbres. Alors, l'idée, c'est, on peut penser qu'on va définir des mesures sur nos images qu'on pourrait dessiner avec deux axes, par exemple, on aurait deux mesures qu'on calcule sur nos images. Et là, on va mettre nos images, en faisant les mesures, sur ce plan. On pourrait penser que c'est comme une carte. Et là, je mets toutes mes images de données d'entraînement. Et on se rend compte, en fait, que tous les tigres et tous les zèbres sont séparés un et l'autre dans cet espace, une fois qu'on les a mesurés. Okay? Et donc, le rôle de l'ordinateur va être de trouver la frontière de décision qui sépare les données d'entraînement pour bien classifier. Okay? Et une fois qu'on a appris où est cette frontière, si on a une nouvelle image, par exemple celle-là, on la met dans notre carte en faisant les mesures et on regarde de quel côté de la frontière de décision elle tombe et comme ça, on peut classifier l'image, donc en sachant un tigre. Okay? Donc, en gros, ces méthodes d'apprentissage, c'est ce qu'ils font, c'est trouver des frontières pour bien classifier les données d'entraînement. Par contre, c'est rare qu'une frontière linéaire, comme j'ai montré, est capable de bien classifier les données. C'est pas certain que les images vont être bien séparées. Et donc, il y a un développement qui date d'assez très longtemps, mais qui a fait une percée dans les 10 dernières années, qui s'appelle l'apprentissage profond, qui est un sous-ensemble de l'apprentissage automatique. Et l'idée, c'est de plutôt de nous-mêmes dire « Ah, on va faire telle mesure », et après on trouve la frontière linéaire dans ces mesures, on va aussi apprendre quelle mesure faire. Okay? Donc, on va avoir une hiérarchie de couches de mesures. Okay? Donc, l'apprentissage profond, c'est basé sur l'idée d'une série de transformations qu'on appelle les neurones, qui est tout simplement, on prend en entrée des valeurs et on fait une combinaison pondérée de ces valeurs avec des poids W ici qu'on peut apprendre, qu'on peut changer. Et donc, l'algorithme d'apprentissage, c'est de trouver les bons poids. Et l'apprentissage profond, c'est d'avoir plusieurs couches de ces transformations-là. Okay? Et on peut penser que la dernière couche ici est la représentation en plusieurs dimensions que j'ai montré, où on va trouver la frontière de décision linéaire à la fin. Okay? Et donc, dans la version précédente de l'apprentissage automatique, ça, c'était défini par les humains et on essaie juste de trouver la dernière décision. Dans l'apprentissage profond, on a plusieurs couches et tout ça, c'est appris aussi. Okay? Ce qui nous permet d'avoir des décisions beaucoup plus compliquées, donc des décisions courbes, etc. etc. Okay? Alors, voici pour la brève introduction à l'apprentissage profond, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Maintenant, le contexte historique de tout ça, c'est qu'on est en train de vivre en ce moment une révolution de l'intelligence artificielle. Et ça vient des progrès récents grâce à l'apprentissage profond qui a donné des percées de performance dans des tâches de perception. Okay? Donc, on parle, par exemple, de reconnaissance de la voix, vision par ordinateur ou analyse de texte. Donc, par exemple, la traduction automatique a fait un bond de géant dans les dernières années, les performances aussi en reconnaissance d'objets ou la reconnaissance vocale, ce qui permet après d'avoir des interfaces beaucoup plus riches. Donc, par exemple, si on veut aller au niveau même du robot, le robot va devoir naviguer son environnement, pouvoir reconnaître des objets, pouvoir peut-être communiquer avec les autres, avec la reconnaissance de la voix, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments clés pour avoir de l'intelligence artificielle. Et ça, et donc, juste un exemple pour la reconnaissance de la parole.
on a eu autour de 2010 ce genre de diminution de taux d'erreur qui est assez drastique. Pendant très, très longtemps, il y avait une diminution légère, mais pas aussi drastique. Et ça, c'était grâce à l'apprentissage profond. Même chose pour la vision par ordinateur. Et ça nous donne aussi la possibilité d'avoir des applications très utiles, comme par exemple la classification d'images médicales. Donc ça, c'est un exemple qui vient de Imagia, une compagnie locale, start-up locale, qui est capable de classifier en temps réel des images pour détecter des cellules cancéreuses, en gros, à des taux qui sont compétitifs par rapport aux médecins et même parfois meilleurs que des médecins. Et donc, le contexte historique de tout ça, c'est... D'ailleurs, c'est canadien, donc, comme déjà mentionné dans l'introduction, donc l'apprentissage profond a des racines dans plusieurs centres à travers le monde, mais entre autres Montréal, Toronto et New York, mais ce n'était pas quand même très répandu il y a 10 ans. Ce qui est assez intéressant, c'est une histoire intéressante d'un point de vue sociologie de la science, parce que l'intelligence artificielle date des années 50. Okay? Donc déjà, ça fait très, très longtemps. Et les réseaux de neurones avaient déjà été proposés dans les années 50, fin des années 50, début des années 60. Et il y a eu un peu ce qu'on appelle l'hiver d'intelligence artificielle, où quelqu'un a montré que les réseaux de neurones ne pouvaient pas faire grand-chose à ce moment-là. Et ils sont revenus dans les années 80 avec des nouvelles technologies et encore, vers la fin des années 90, ont encore perdu leur intérêt dans la communauté scientifique d'apprentissage automatique. Mais il y a eu des irréductibles gaulois qui ont continué à chercher sur ce sujet, qui y croyaient, dont Yoshua Bengio de l'Université de Montréal. Et il était financé par l'ICRA, donc l'Institut canadien de la recherche avancée, qui finance la recherche fondamentale. Même, c'est des sujets que certaines communautés scientifiques pensent que ouais, c'est plus très à la mode. Et donc, au début des années 2000, vers 2004, ils ont eu du financement de l'ICRA. Et 10 ans plus tard, on peut dire que maintenant, le fruit de ces recherches-là a complètement changé le domaine de l'apprentissage automatique et les applications. Donc, par exemple, en 2011, il n'y avait quasiment personne en vision qui utilisait l'apprentissage profond. 2 ans plus tard, tout le monde utilisait l'apprentissage profond. C'était vraiment un maelstrom de changement. Et la raison derrière ces percées, il y a plusieurs raisons. En fait, c'est un confluent d'aspects. Donc, les techniques ne sont pas très différentes d'il y a 20 ans, on va dire. Mais il y a plusieurs aspects qui maintenant font que ces techniques fonctionnent très, très bien. Et donc, entre autres, pour apprendre, ça nous prend des données d'entraînement. Okay? Donc là, on est à l'ère du big data et donc on a des grandes bases de données d'entraînement. Par exemple, ImageNet, c'est 1 million d'images qui a permis d'avoir ces percées en termes de reconnaissance d'objets. Donc ça n'existait pas il y a 10 ans. L'autre aspect, c'est le calcul. Et donc, en fait, depuis les 10 dernières années, on utilise les GPU, donc c'est les cartes graphiques qui sont normalement utilisées pour jouer à des jeux vidéo, pour calculer la configuration tridimensionnelle, par exemple, d'un jeu. Eh bien, c'est des cartes qui peuvent faire des calculs parallèles, donc c'est massivement parallèles, qui peuvent être utilisées pour faire des calculs scientifiques, entre autres, entraîner les réseaux de neurones. Donc, les réseaux de neurones ont ces espèces ils ont ces couches qui sont très grandes, qu'on peut faire des calculs en parallèle de manière très efficace avec ça, et ce qui nous donne des accélérations même de l'ordre de quasiment 1000. Et donc, ce qui nous prendrait, par exemple, quelques années à entraîner, maintenant peut s'entraîner en moins d'1 heure. Okay? Donc, c'est ça qui a permis de pouvoir entraîner sur des super grandes bases de données les réseaux de neurones. Et le troisième aspect clé, c'est aussi une communauté et une approche, une culture ouverte. Et donc, il y a des librairies qui ont été développées. Donc, ces librairies, c'est des outils informatiques pour pouvoir, par exemple, faire des opérations de manière sans avoir nous à nous programmer. Et donc, par exemple, il y a Theano qui avait été développé à l'Université de Montréal et qui a fait des petits TensorFlow qui a été développé par Google et PyTorch qui a été développé par Facebook. Ces librairies-là sont ouvertes, gratuitement disponibles en ligne.
ce qui permet à des chercheurs à travers le monde de pouvoir expérimenter de manière très, très rapide et de partager le fruit de leur recherche. Okay? Et donc, ça a vraiment aussi accéléré la vitesse d'innovation dans ce domaine. Okay? Et pour vous donner un petit exemple de la vitesse aussi des progrès, qui nous permet aussi, quand on réfléchit dans le futur, de se donner un peu, voir à quel point on peut prédire le futur. Parce que, par exemple, AlphaGo, donc c'est le programme de DeepMind qui a battu le champion du monde à Go en 2016, ou peut-être 2017, je ne sais pas si le champion du monde c'est en 2017. Toujours est-il que si on demandait les experts du domaine en 2015, combien de temps ça va prendre avant qu'une machine puisse battre le champion du monde ou un humain à Go, un humain, même pas le champion du monde, mais un bon humain, les experts disaient 10 ans. En fait, on n'avait vraiment aucune idée, il y a quelques années, que ça pourrait être fait de manière si vite. Donc même quelques mois avant que DeepMind publie leurs résultats en ligne, les personnes pensaient encore que c'était 10 ans en avant. Un autre exemple de vitesse de progrès, c'est la traduction automatique en utilisant maintenant les réseaux de neurones. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un papier qui a été publié en 2014 à l'Université de Montréal, qui a fait vraiment une percée en termes de performance pour la traduction automatique. Et très rapidement, cette technologie a été adoptée par Google, qui ont convaincu leur équipe d'ingénierie de changer d'un système. Ça faisait 10 ans qu'ils utilisaient un certain système qui n'était pas la même chose, ça s'appelait les Phrase-Based Systems. Et étant donné qu'ils voyaient vraiment des performances assez impressionnantes avec les réseaux de neurones pour l'apprentissage automatique, ils ont dit on va vraiment pousser ça. Et en moins d'1 an, ils ont pris leur équipe d'ingénierie, ont vraiment tout changé. Et en 2016, ont officiellement mis en public, disant que maintenant, leur système va utiliser le Neural Machine Translation. Donc, en moins de 2 ans, c'est parti de recherche académique à utiliser par des millions de personnes. Okay? Donc, c'est vraiment fulgurant comme taux de progrès dans le domaine de l'apprentissage profond. Maintenant, je vais conclure avec quelques pistes de réflexion sur les impacts sur la société. Pour moi, comment je vois l'intelligence artificielle? Je ne vois pas l'intelligence artificielle comme qu'est-ce que l'intelligence artificielle versus qu'est-ce qui n'est pas l'intelligence artificielle. Pour moi, ce qui est important, c'est juste l'impact de la technologie. Okay? Maintenant, avec les smartphones, on a des montres intelligentes, on va avoir des systèmes de plus en plus autour de nous. La technologie est vraiment en train d'entrer dans nos vies. On parle aussi des réseaux sociaux. Les gens passent tellement de temps sur les réseaux sociaux. Donc, toute cette technologie-là a un impact sur les humains. Et l'intelligence artificielle fait juste accélérer cette pénétration-là de la technologie, entre autres parce que ça nous donne des systèmes qui s'adaptent, qui nous permettent d'être beaucoup plus flexibles dans des applications dans lesquelles on ne pouvait pas les utiliser avant. Donc, par exemple, on ne pouvait pas utiliser les systèmes informatiques pour faire de la reconnaissance d'objets avant parce que ce n'était pas assez robuste pour les petits changements dans les images. Mais maintenant, on peut. Et la même chose, si on veut avoir un assistant, par exemple, un exemple d'application, il y a des startups maintenant qui font des assistants intelligents, donc qui peuvent faire vos rendez-vous ou dans la planification, dans des échanges de courriels pour trouver c'est quoi le bon meeting. Et donc maintenant, ça va, entre autres aussi, c'est le deuxième aspect, remplacer les humains. Remplacer les humains. Impact sur le travail, ça va remplacer certains emplois. Et aussi la nature des travaux, donc l'interface entre les humains et la machine. Est-ce que ça va être les humains qui doivent s'adapter à la machine ou plutôt on va bien penser à nos designs pour que la machine, elle s'adapte plutôt aux humains, dans l'autre sens. Okay? Donc pour moi, c'est les questions principales à réfléchir à court terme, en tout cas. À long terme, on peut parler aussi de la conscience, de l'intelligence artificielle, etc., mais pour le court terme, c'est ces deux aspects-là. Et ça, c'est pour l'aspect du travail. Ça, c'est un exemple d'un rapport qui a été fait qui montrait que une grande partie des emplois vont être transformés à cause de l'intelligence artificielle. Donc, il faut vraiment réfléchir comment gérer ça, comment gérer l'éducation, aussi comment gérer la redistribution des richesses. Parce que si pas, les gens, par exemple, si les voitures se conduisent elles-mêmes, donc tous les gens qui étaient conducteurs, est-ce qu'ils peuvent vraiment se recycler dans leur emploi? Est-ce que c'est nécessaire? Donc, c'est le genre de questions qu'il va falloir répondre. Et finalement, je vais mentionner quelques aspects qui sont très présents
donc même des problèmes de recherche étudiés par rapport à l'impact, l'attaque possible de l'apprentissage automatique. Entre autres, il y a le biais dans les données. Okay? Donc, on parle que les techniques d'apprentissage automatique prennent des données d'entraînement pour apprendre à faire des décisions. Mais si les données sont biaisées, par exemple, il y a de la discrimination, eh bien, la machine ne fait que reproduire ou même amplifier cette discrimination. Comme par exemple, c'est utilisé pour faire de la classification de CV, pour employer des gens. Eh bien, si dans les données d'entraînement, on a refusé les CV parce qu'il y avait des noms à connotation, par exemple, arabe plutôt que québécoise, eh bien, ça va être juste reproduit après en termes de classification. Donc peut-être qu'on voudra corriger ce genre de biais. Un autre aspect important, c'est l'interprétabilité des décisions. Donc, par exemple, si votre prêt est refusé par un algorithme quelconque, on voudrait savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'encore il y a eu de la discrimination ou non, c'est une décision justifiée? Mais pour ça, il faut pouvoir interpréter la réponse. Et les classifications de réseaux de neurones, pour l'instant, ne sont pas très, très interprétables. Donc, il y a aussi la recherche pour essayer de comprendre comment expliquer les réponses. Finalement, le troisième point, c'est la robustesse. Donc, ces systèmes-là peuvent être attaqués. Donc, il y a des exemples maintenant où, ça c'est un exemple par exemple, où cette image-là, normalement, elle est classifiée comme un chien, mais on fait un petit changement dans les pixels pour avoir cette image-là qui, pour un humain, est exactement la même que celle-là. Mais le système va dire que ça, c'est peut-être, je ne sais pas moi, un hibou ou une girafe ou un truc qui n'a rien à voir avec les chiens. Okay? Donc, on peut faire il y a des manières maintenant d'attaquer ces systèmes-là en faisant des petites manipulations invisibles pour les humains. Et donc, si on veut avoir des systèmes robustes, entre autres sécuritaires, il faut aussi pouvoir se protéger par rapport à ça. Alors, je vais conclure ici et merci pour l'écoute. Alors, j'imagine que la période de questions, c'est après. Ah, oui, c'est à la fin. Oui, pas de problème. Merci. Donc effectivement, on aura une période de questions à la fin des différents exposés. Vous pouvez le voir sur le programme. On a donc 3 exposés. Merci Simon pour cet exposé vraiment très éclairant et au fond, on pourrait même se passer du mien sur les questions éthiques que je vais quand même vous infliger. Mais on a déjà un certain nombre de pistes qui nous ont été suggérées. Alors, je voudrais vraiment dans cette présentation rapidement exposer les différents enjeux éthiques qui se posent quand on parle d'intelligence artificielle. Et au fond, je vais simplement peut-être développer ce que Simon a présenté à la fin de ces diapositives. Alors, effectivement, la manière la plus courante de rencontrer une intelligence artificielle aujourd'hui, c'est tout simplement d'aller sur Internet, d'aller en ligne et puis de faire son magasinage. Et vous risquez de tomber sur Inès, bonjour Inès, qui va vous dire qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui. Et donc Inès, eh bien, elle va vous conseiller, elle va vous donner des informations. Si vous avez besoin de conseils bancaires, eh bien, vous allez rencontrer Amy. J'ai hésité à laisser les traces des marques des différentes compagnies, mais puisque c'est sur Internet, je les ai laissées. Donc ici, une grande banque qui vous propose un service guidé par Amy. Si vous avez besoin d'un conseil sur les assurances, eh bien, ce sera Mia qui va vous le fournir. Elle conseille, elle vous donne des informations, elle répond à vos questions de manière quasi naturelle, en tout cas en utilisant le langage naturel pour nous. Alors, si vous pouvez avoir un doute pendant quelques instants que ce sont des... je reviens sur cette image. Si vous pouvez avoir un doute un instant que ce sont des personnes humaines qui sont en arrière de ces applications, très rapidement, au bout de quelques questions, vous vous rendez compte qu'elles ne passent pas tout à fait le test de Turing et qu'on s'aperçoit qu'elles sont en fait des robots. Ça s'appelle tout simplement des agents conversationnels ou des chatbots. Alors, c'est vrai que l'ère de l'intelligence artificielle inaugure une période où on distingue de plus en plus mal un agent artificiel d'un agent humain.
Et on peut faire différentes hypothèses sur l'intelligence de ces systèmes. Simon en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. En gros, on peut avoir une interprétation forte et une interprétation faible de l'intelligence. Et quelle que soit l'interprétation, je dirais, pour l'instant, une machine intelligente, ça reste un outil. Ça reste un outil au service des humains. Ça reste un outil au service de tâches qu'on accomplissait, qu'on accomplit de moins en moins parce qu'elles peuvent être produites par des machines, et aussi des tâches qu'on accomplissait mal par rapport à ce que proposent aujourd'hui des machines. Alors qu'est-ce que peut justement l'intelligence artificielle? Ce qu'elle peut, et je reviendrai sur ce terme-là pour indiquer où doit aller la direction, où doit aller la réflexion éthique. Ce que peuvent les machines, ce que peut l'IA, c'est améliorer la prise de décision. Ça, c'est majeur. C'est prédire de manière plus précise, et puis les domaines de prédiction sont vraiment très larges. Ça va du domaine médical, comme on a parlé, au domaine tout simplement de la logistique. C'est aussi prédire pour mieux allouer des ressources, et également améliorer la sécurité en accomplissant des tâches dangereuses pour les humains. Enfin, évidemment, ça permet aussi de baisser les coûts du travail, et ce n'est pas évidemment anodin si on développe de cette manière-là l'intelligence artificielle aujourd'hui, et si ça intéresse un grand nombre de compagnies, évidemment. Tous ces éléments de l'intelligence artificielle ne sont, vous voyez dans la présentation, on parle d'améliorer, prédire de manière plus précise, ce sont des objectifs qui sont plutôt louables, et ça permet effectivement d'envisager un progrès social. Alors ce que peut l'IA, c'est toutes ces choses, et quand on les applique par exemple à un domaine comme celui de la santé, eh bien, on se dit que c'est un outil extraordinaire. Et je vais revenir sur mes chatbots. Je vais rester moi sur cet exemple des chatbots parce qu'on pourrait en parler des heures, mais et puis c'est surtout l'interface la plus commune. Ici, on a une intelligence artificielle, Mélodie, qui va vous proposer un diagnostic personnalisé en fonction des symptômes que vous lui aurez révélés. Alors, Mélodie, elle fait un petit peu la même chose que Inès ou Mia ou Amy, mais les questions qu'on va se poser une fois qu'on rencontre Mélodie sont des questions plus directement éthiques. Quelles sont les questions qu'on peut se poser immédiatement? Dans le domaine de la santé, on a l'habitude plutôt de rencontrer des gens qu'on appelle des médecins, et ces médecins-là, on entretient une relation avec eux. La question immédiate, c'est est-ce que Mélodie peut vraiment remplacer un être humain et peut vraiment remplacer une personne avec laquelle on a une relation particulière. Et la relation médicale, ce n'est pas simplement une relation d'un patient avec un diagnostic, mais c'est un patient avec une autre personne qui est médecin en l'occurrence. Alors, d'autres questions arrivent très vite. Mélodie, elle nous permet d'avoir un diagnostic, mais si elle se trompait, que faire ? Qui est responsable en cas d'erreur du diagnostic? Qui est responsable en cas de mauvaise compréhension du diagnostic? Imaginons que Mélodie n'ait absolument pas fait d'erreur, mais le patient n'est pas en mesure de comprendre son diagnostic. Qui est responsable dans ce genre de cas? Alors vous voyez, cette application-là, Mélodie, il y en a beaucoup d'autres sur le marché dans le domaine de la santé, elle pose des questions éthiques beaucoup plus pressantes que dans le cas d'Inès qui vous conseille le café que vous devriez acheter pour votre prochaine réserve de capsules. Ces questions sont immédiatement éthiques et elles engagent en fait une réflexion sur des choix moraux que nous devons faire pour notre société. Alors évidemment, quand on pose ces questions-là, on a une tendance à penser que, ah oui, en fait, c'est risqué l'intelligence artificielle. Et il est vrai qu'il y a des risques éthiques associés à l'intelligence artificielle. On ne peut pas ignorer ces risques-là. On doit les prendre très au sérieux. Risque de responsabilité, risque de remplacement. Mais en même temps, la question, ce n'est pas de savoir si l'intelligence artificielle est bonne ou si elle est mauvaise. La question est plutôt de savoir comment on organise la société pour faire un usage éthique compatible avec nos valeurs fondamentales de ces outils que sont les nouvelles applications et les nouvelles machines intelligentes. Alors, une fois qu'on se pose cette question-là de l'organisation de la société, on peut voir le potentiel des intelligences artificielles,
Mais à chaque fois qu'on va entrevoir ce potentiel positif de l'intelligence artificielle, eh bien, en négatif, il y aura de nouveaux risques associés. Néanmoins, l'intelligence artificielle, ça nous promet des progrès, et des progrès importants, je vais rester sur le cas de la médecine, des progrès importants pour nos sociétés, mais pour l'avancement de toutes les sociétés humaines. Ce petit pays, dont certains peut-être reconnaîtront le drapeau, à moins que certains soient très forts en géographie et reconnaissent même la forme du pays, ce petit pays, c'est le Rwanda. Le Rwanda, c'est 11 millions d'habitants, 8 millions de cellulaires et 800 médecins, à peu près. Alors les chiffres, hein, vous savez, j'ai compilé les chiffres, et en faisant une moyenne, à peu près, ça donne ces chiffres-là. 11 millions d'habitants, 8 millions de cellulaires, 800 médecins. 800 médecins, on est très très en dessous, évidemment, des recommandations de l'OMS d'avoir un médecin pour 1000 personnes, mais quasiment aucune société n'atteint ce taux-là. Mais disons qu'autour de un médecin pour 2500 personnes, on se trouve bien. Ici, on a un médecin pour 15 000 personnes. Alors, et puis ça varie un petit peu au cours des années. Le Rwanda est l'un des pays les plus pauvres. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je vous raconte ça? Bon, évidemment, vous voyez pourquoi j'ai mis le nombre de cellulaires dans cette équation. Il y a une société, il y en a plusieurs, mais je prends celle-ci en particulier parce qu'elle s'intéresse au Rwanda de plus près. La société Babylon Health, c'est une société britannique, une start-up britannique qui propose tout simplement de faire comme Mélodie, d'apporter aux personnes qui n'ont pas accès à des médecins, de leur apporter des diagnostics personnalisés sur leur cell phone. Et en 6 mois, cette compagnie revendique le fait d'avoir inscrit sur ses listes 10% de la population rwandaise. 10% de la population rwandaise, plus d'1 million d'habitants inscrits en 6 mois, c'est énorme. Ça veut dire aussi qu'il y a des risques associés à l'usage des données de ces personnes qui ne sont pas nécessairement au courant de leurs droits, dont les droits n'ont pas nécessairement d'ailleurs été tout simplement déclarés. Mais ça pose d'autres questions. C'est-à-dire que dans un même temps, vous avez un progrès réel, pouvoir apporter à des personnes vulnérables un diagnostic. Mais une fois qu'on a dit ça, on se dit, mais moi si j'ai mon diagnostic, mais je n'ai pas de médecin à aller consulter, ou si je ne peux pas aller me faire traiter, ou si je ne peux pas acheter les médicaments qui sont associés au traitement qu'on me propose, ça sert à quoi? Et donc ici, on a un enjeu qui est évident aussi, c'est faut-il plutôt investir dans la couverture du réseau téléphonique, du réseau cellulaire, ou plutôt investir dans la formation de nouveaux médecins et mettre l'argent public plutôt dans le système de santé et moins dans d'autres systèmes qui pourraient apporter néanmoins une aide? L'idée, ce n'est pas de choisir entre les deux nécessairement. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on fasse le meilleur choix en tenant compte des différentes options qu'on a à notre disposition. L'intelligence artificielle, je l'ai dit, c'est un outil. C'est un outil, et la question, c'est encore une fois de savoir comment en tirer profit, de telle sorte, par exemple, qu'on puisse apporter une réelle solution aux problèmes de santé des populations vulnérables. Au fond, quand on se pose ce genre de questions, on fait de l'éthique pleinement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éthique? On en parle souvent. Je ne vais pas vous faire un cours d'éthique aujourd'hui, mais on va vraiment donner une définition très, très, très large. Puis il y a des spécialistes dans la salle qui vont me regarder en me disant « mais non, c'est pas ça, remarque, Simon, tu joues aussi le jeu, on est toujours pris dans nos expertises. » L'éthique, à peu près, c'est une réflexion sur ce que l'on doit faire, pas sur ce que l'on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est effectivement présenter un diagnostic à une personne qui n'a aucune compétence pour comprendre ce diagnostic. Est-ce qu'on doit le faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce diagnostic devienne quelque chose d'utilisable et surtout, qu'est-ce qu'on fait pour respecter la personne comme ayant des droits moraux? Donc, la réflexion éthique, c'est une réflexion sur ce qu'on doit faire par opposition à ce qu'on peut faire. C'est très très important, cette distinction-là, parce qu'on est dans la réflexion sur les technologies toujours pris entre cette tentation de dire si on peut le faire, c'est bien. Et puis, oui, non, ce qu'on peut faire, c'est toujours mal parce que ça transforme trop notre société. Alors, la question, c'est pas ce qu'on peut faire, mais évidemment, il faut savoir ce qu'on peut faire. La question, c'est ce qu'on doit faire avec ces outils. L'éthique, c'est une réflexion aussi sur les valeurs et sur les principes qu'on met en place pour guider l'action. Et l'éthique, enfin, c'est l'ensemble de ces règles morales qui guident et contraignent nos actions.
Dans le cas des applications d'intelligence artificielle dont on parle, eh bien, on a affaire à un sous-ensemble de l'éthique qui est l'éthique publique. Alors l'éthique publique, c'est ce qui nous concerne plutôt aujourd'hui. L'éthique publique ou l'éthique appliquée au domaine public, c'est une réflexion sur les choix collectifs impliquant des valeurs morales, des principes de justice sur des pratiques sociales controversées. Les exemples du clonage thérapeutique, alors souvent ça vient d'ailleurs de la médecine, tous ces exemples d'éthique appliquée graves, mais l'éthique du soldat, est-ce que je peux tirer sur un civil, est-ce que je peux tirer sur un soldat qui est désarmé? Voilà des questions d'éthique appliquée, et en même temps des questions d'éthique appliquées au domaine public. Pourquoi? Parce que ce sont non seulement des pratiques controversées qui sont visées, mais c'est aussi le fait que ces pratiques controversées sont posées, les gestes sont posés par des personnes dans leur statut public, médecins, soldats, assureurs, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on a à faire, c'est de réfléchir justement sur ces choix collectifs. Et on comprend bien que l'intelligence artificielle eh bien, pose un certain nombre de défis moraux et met en jeu des valeurs morales fondamentales qui peuvent entrer en conflit. Et il s'agit donc de trouver les meilleures règles pour trancher ces conflits. L'éthique, ce n'est pas seulement un ensemble de principes, c'est aussi une exigence et une attention. Je vous ai présenté des chatbots, des agents conversationnels. Mais en anglais, le fait qu'il n'y ait pas de genre, c'est plus ambigu. Si je devais les décrire en français, je dirais je vous ai présenté des agentes conversationnelles. Je vous ai présenté Inès, je vous ai présenté Mélodie, je vous ai présenté Amy et Mia. La question qu'on se pose quand on voit ce tableau, c'est de se dire, mais est-ce que vraiment le genre est important pour l'efficacité d'un chatbot? Et quel est en arrière le type de réflexion de celui qui conçoit, de celui qui dessine ce genre d'application et qui préfère mettre un visage féminin plutôt qu'un visage masculin ou un autre visage sur une prestation de service? D'accord ? Quel est le type de relation entretient-on avec la gente féminine quand on les assigne, quand on assigne les femmes à ce genre de prestation de service? Pourquoi je dis ça? Parce que l'intelligence artificielle pourrait aussi renforcer des biais qu'on a dans la société, biais comme le sexisme, biais comme le racisme, et pourrait renforcer des discriminations. Ce n'est pas du tout un destin tracé d'avance, hein, mais c'est un risque éthique qui est très sérieux et nous devons faire en sorte que l'intelligence artificielle ne reproduise pas les discriminations et les inégalités. Alors, maintenant qu'on a parlé de ce qu'on peut faire, la question c'est ce que nous devons faire avec l'intelligence artificielle. Une chose est sûre, c'est que on n'attend pas de vous, on n'attend pas de nous que nous réfléchissions uniquement à partir de nos intuitions pures, de nos intuitions brutes. Moi, je pense que c'est bien, ou je ne pense pas que c'est bien. Et on ne sait pas très bien pourquoi. Pourtant, c'est la tentation qu'empruntent un certain nombre d'entreprises essayant de savoir ce que les êtres humains pensent du bien ou du mal de l'intelligence artificielle, comme la très célèbre Moral Machine, qui est en fait une étude du MIT. Et cette étude du MIT porte sur la question des réglages des voitures autonomes. Alors c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs des scénarios qui porteront sur les voitures autonomes. Qui devrait régler les voitures autonomes? Mais surtout, quel est le type de réglage qu'on devrait imposer à la voiture? Alors, c'est très simple, le Moral Machine est parti de l'idée qu'on avait une expérience de pensée qui a été créée dans les années 60 par la philosophe Philippa Foot. Et cette expérience de pensée, qui est célèbre sous le nom du dilemme du tramway, allez sur Yahoo, c'est très drôle de regarder toutes les présentations de ce dilemme. Le dilemme du tramway, c'est vous avez un tramway fou qui n'arrive pas à freiner, puis il a deux embranchements. Sur un embranchement, il y a 5 personnes, 5 ouvriers, et sur l'autre embranchement, il n'y a qu'un seul ouvrier. La question, c'est qu'est-ce que vous devez faire? Alors, Moral Machine est parti de là en se disant, mais
les voitures autonomes, c'est un peu la même chose. Si elles perdent le contrôle, on doit à l'avance régler cette machine de telle sorte que si jamais il se présente le dilemme du tramway, eh ben, elle sait exactement quoi faire. Alors vous avez ce genre de scénario qui vous est proposé, puis il y en a des centaines sur Moral Machine, allez-y, c'est vraiment drôle. Là, vous avez la possibilité de renverser 3 personnes, dont une femme, ou bien 3 personnes, mais qui sont plus âgées, dont une femme aussi. Dans l'autre scénario, eh bien, voyez, tout simplement, vous dirigez la voiture sur l'une ou l'autre des catégories. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous allez me dire, 3 personnes. Ah oui, d'accord, c'est vrai, il y a l'âge, il y a le genre manifestement qui compte, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je réponds à ce genre de dilemme? Le pari de Moral Machine, c'est d'enregistrer des centaines de milliers de réponses pour, à un moment donné, être capable de dire les êtres humains préfèrent préserver la vie des animaux quand ça se situe sur le passage piéton et préfèrent ne pas renverser de femmes enceintes. Pour tout le reste, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait de ce genre d'expérience? En fait, d'emblée, on n'a pas besoin du résultat qui nous sera présenté bientôt. On sait d'avance que ça ne répond pas à l'enjeu éthique. Pourquoi? Parce que ça ne fait que interroger des intuitions fondamentales que l'on a, mais qu'on n'est pas capable de mettre en forme. Et si la littérature sur le dilemme du tramway avait été prise au sérieux, on s'aperçoit que ça prend beaucoup d'interprétations pour essayer de donner un modèle éthique qui permette de répondre aux questions du tramway. En tout cas, je voulais simplement indiquer que ce n'est pas du tout le genre d'exercice qu'on vous demande aujourd'hui, et Christophe Abrassard vous présentera la méthodologie de notre consultation. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est plutôt co-construire des propositions. Ça veut dire quoi, co-construire des propositions? Ça veut dire faire en sorte que ensemble, collectivement, eh bien, on arrive avec des recommandations sociales, éthiques, légales, économiques, etc., qui permettent de répondre à des enjeux très concrets et non pas à un cas comme celui du dilemme du tramway qui est très abstrait et très loin de nos préoccupations. Aujourd'hui, au fond, on est tous concernés par l'IA. On doit répondre aux enjeux de l'IA parce que nous sommes tous citoyens, citoyennes, et en tant que citoyens et citoyennes, nous sommes tous experts, expertes de nos domaines respectifs et de la vie en général, de la vie sociale qu'on partage en commun. Le projet est donc de faire en sorte que citoyens, citoyennes, expertes, experts, ensemble, eh bien, puissent délibérer, co-construire à partir des enjeux éthiques des réponses, des recommandations fortes qui seront présentées aux différents preneurs de décision, à ceux qui font la décision publique, mais aussi aux entreprises, aux chercheurs. Souvent, le monde de la recherche essaie de se soustraire à ses obligations, mais nous avons des recommandations fortes à faire valoir aussi pour la recherche elle-même. Alors, pourquoi on fait ça plutôt que de demander à une poignée d'experts leur avis sur les questions éthiques? Encore une fois, tout simplement parce que nos intérêts communs sont affectés par le développement des intelligences artificielles. Alors, le projet de déclaration, c'est précisément à la fois de raffiner la déclaration que je vais vous présenter très rapidement, de l'améliorer, de l'enrichir, mais c'est avant tout d'apporter des recommandations fortes pour qu'on puisse donner une direction au développement social de l'intelligence artificielle. Pourquoi on le fait ici? Pourquoi on le fait à Montréal? Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Montréal, ville de l'intelligence artificielle. Je voudrais dire une chose là-dessus. Oui, c'est vrai que c'est une ville de l'intelligence artificielle, mais c'est aussi une ville dans un écosystème plus large. On a parlé de Toronto. Alors New York, c'est pas encore au Canada, mais on a parlé de Toronto. Il y a évidemment le centre de François Laviolette à Québec. Il y a Amy à Edmonton. Ce sont évidemment de grands centres de recherche et Montréal ici fait figure peut-être de lieu symbolique aujourd'hui dans la recherche au Canada, mais c'est le Canada dans son ensemble qui est concerné quand on dit Montréal.
Montréal, ville de l'intelligence artificielle, ça nous donne aujourd'hui une responsabilité particulière en tant que société québécoise et canadienne. Évidemment, on ne va pas seul changer le cours de l'histoire, changer le cours des pratiques dans le monde. Il y a des acteurs extrêmement puissants dans le jeu de l'intelligence artificielle et le fait d'avoir une position centrale pour la recherche ne donne pas plus de privilèges. Mais cette responsabilité, on peut l'assumer tout simplement, non pas en changeant ou en voulant changer le cours du monde, mais en essayant d'inspirer modestement l'avenir du développement de l'intelligence artificielle. Inspirer, c'est tout simplement faire en sorte que les bonnes pratiques que nous mettrons en œuvre ici soient peut-être un modèle, non pas à appliquer, mais un modèle qui pourrait inspirer d'autres bonnes pratiques ailleurs. C'est ce à quoi on vous invite aujourd'hui. Alors très rapidement, la déclaration elle-même, vous l'avez sur vos cahiers. Et puis on a déjà fait, je crois, beaucoup de présentations de ces principes, mais je vais très rapidement aller sur les principes eux-mêmes. La déclaration, c'est un document qu'on a préparé avec un comité scientifique, qu'on a préparé en pensant que c'était un point de départ important pour la réflexion, mais un point de départ. Ça veut dire que cette déclaration est un guide, ce n'est pas un cadre contraignant. Cette déclaration contient, je l'ai indiqué rapidement, un préambule que je ne vais pas vous lire, vous le trouvez dans votre document, 7 valeurs, 5 questions pour chaque valeur et un principe qui est proposé. L'idée, c'est de s'en aller vers des recommandations fortes. Les 7 valeurs, avant de voir les principes, c'est le bien-être, l'autonomie, la justice, la vie privée, la connaissance, et enfin, non pas parce qu'elle est la démocratie, et enfin, non pas parce qu'elle est plus importante, mais parce qu'elle affecte toutes les autres valeurs, la notion de responsabilité. Ces 7 valeurs ne sont pas hiérarchiquement présentées. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. D'accord ? Alors, les principes qui sont associés à ces valeurs sont les suivants. Pour le bien-être, le développement de l'intelligence artificielle devrait ultimement viser le bien-être de tous les êtres sentients, c'est-à-dire des êtres sensibles qui ont un intérêt à vivre. Et ça inclut donc pas seulement les animaux humains, mais aussi les animaux non humains. L'autonomie, le développement de l'intelligence artificielle devrait favoriser l'autonomie de tous les êtres humains et contrôler de manière responsable celle des systèmes informatiques. La justice, le principe proposé est que le développement de l'intelligence artificielle devrait promouvoir la justice et viser à éliminer les discriminations. Et on a vu les biais qui peuvent être introduits dans nos algorithmes. Pour la vie privée, qui est un enjeu un peu complexe, on ne sait pas très bien encore si on a droit à une vie privée aujourd'hui, si la vie privée, ça existe encore, mais c'est en tout cas une direction éthique qu'on doit maintenir, même si on ne peut pas l'assurer. C'est que le développement de l'intelligence artificielle devrait offrir des garanties sur le respect de la vie privée, un meilleur contrôle sur les données personnelles et un accès au type d'information que mobilise un algorithme. L'enjeu de connaissance est le suivant. Le développement de l'intelligence artificielle devrait promouvoir la pensée critique. Et nous savons que nos systèmes, par exemple politiques, sont aujourd'hui vulnérables à des attaques de chatbots politiques. Promouvoir la pensée critique et nous prémunir contre la propagande et la manipulation. La valeur de démocratie donne le principe suivant. Le développement de l'intelligence artificielle devrait favoriser la participation éclairée à la vie publique, la coopération et le débat démocratique. La question, par exemple, des réglages des réglages des véhicules autonomes est une question aussi démocratique. Et enfin, la responsabilité donne le principe suivant. Les différents acteurs du développement de l'IA devraient assumer leurs responsabilités en œuvrant contre les risques de ces innovations technologiques. Quels sont ces acteurs? Quelles sont ces responsabilités? À nous de le définir. Enfin, et je laisserai la parole à Christophe dans 1 minute, qui va vous présenter la méthodologie de notre consultation. Cette déclaration qu'on présentera avec les différents travaux à la fin de l'année, en décembre, cette déclaration est ouverte. Elle est ouverte à révision. Elle est ouverte à amélioration. Pourquoi ? On l'a vu dans l'exposé de Simon. En 1 an, il peut y avoir des révolutions. Autrefois, entre les années 50 et les années 2000, les révolutions dans l'intelligence artificielle, c'était à peu près tous les 10 ans. Puis c'est passé à tous les 5 ans. Et aujourd'hui, on en est à tous les 2 ans ou chaque année. Donc, ça doit être révisable, ça doit être améliorable, ça doit être toujours
disons, branché sur l'actualité du développement de l'intelligence artificielle. Je vous souhaite de très bons travaux et je laisse la parole à Christophe Abrassard. Je vais te mettre en présentation. Merci. Merci Marc-Antoine. Voilà. Bonjour à tout le monde. Alors moi je suis dans l'équipe aussi, on a fait une équipe véritablement pluridisciplinaire pour ce travail. Je suis professeur à l'école de design de l'Université de Montréal, de la faculté d'aménagement. Et je travaille, je suis notamment chercheur sur les questions de prospective et de prospective stratégique. Et ça va être un des points de la méthodologie que je vais vous présenter. Alors, comme l'a très bien souligné Marc-Antoine, l'objectif de la co-construction que nous réalisons ensemble actuellement, c'est de formuler par le débat public des recommandations concrètes pour savoir comment déployer l'IA de manière responsable au Québec et au Canada dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la justice, de la ville intelligente, du monde du travail, de la culture, etc. Avec des questions comme la déclaration de Montréal est-elle complète pour couvrir toutes les situations anticipables? Et donc pour cela, il faut imaginer un certain nombre d'exemples de situations qui permettraient de tester d'une certaine manière, de mettre à l'épreuve la déclaration et ses principes. Un deuxième objectif, c'est de savoir, comme l'a souligné Marc-Antoine également, quelles recommandations on pourrait proposer au gouvernement du Québec, des lois, des codes de déontologie, des procédures d'audit, des labels, des nouveaux acteurs comme un ombudsman des big data par exemple, des formations, des programmes de recherche. Et le processus donc, peut être présenté en 3 étapes, partant de la divulgation, la première présentation de la Déclaration de Montréal lors du forum IA responsable en novembre 2017 sur la déclaration et ses principes. Nous sommes dans un processus actuellement de février à juin 2018 avec des ateliers de co-construction qui permettent d'approfondir les enjeux éthiques sectoriels pour formuler des recommandations et aller vers la fin 2018 à un certain nombre de recommandations. On fera un rapport de synthèse de toutes les recommandations qui ont été recueillies et une déclaration de Montréal validée, éventuellement complétée, précisée, mais surtout validée par rapport à ce qui aura été fait dans ce processus. Alors nous sommes actuellement dans le cadre d'une conversation internationale. Il y a beaucoup d'initiatives de par le monde, beaucoup de rapports. Ça c'est un exemple juste de quelques rapports qui sont sortis depuis moins d'1 an. IEEE, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a remis un rapport très intéressant récemment. L'organisme AI Now, qui est situé à New York, remet depuis 2 ans des rapports aussi extrêmement intéressants, etc. etc. Donc on se documente, on intègre toutes ces publications avec l'objectif et la volonté d'être innovant au Québec et au Canada. Donc de prendre part à cette conversation internationale d'une certaine manière. Avec la co-construction de la Déclaration de Montréal, on a 2 principes très forts, Marc-Antoine en a parlé aussi, des forums véritablement ouverts. Donc on parle de certains, en sciences politiques, parlent de forums hybrides aussi, pour rejoindre la plus grande diversité possible de citoyens et de parties prenantes. On est intervenu à l'école d'hiver de l'Institut du Nouveau Monde auprès de tous les cégepiens du Québec. Ils ont fait un week-end où on a eu un atelier sur l'IA responsable. On a près d'une dizaine de cafés citoyens qui sont programmés dans les bibliothèques publiques, lieux ouverts, inclusifs, non intimidants, pour venir discuter justement de ces enjeux-là. 2 ateliers se sont déjà déroulés les dernières semaines et ont très très bien fonctionné. Et puis des grands forums comme celui d'aujourd'hui. On en aura un autre à Ottawa et un autre à Québec également. Deuxième principe, qui marque notre originalité également, c'est l'utilisation de scénarios de prospective en intelligence artificielle, sur l'intelligence artificielle en 2025 au Québec, pour stimuler les débats, pour avoir des déclencheurs de discussion qui soient stimulants, intéressants. Je vais vous présenter justement ce que c'est que le principe de la prospective et qu'est-ce que c'est que penser par le scénario. Alors, la prospective, c'est un rapport au futur qui est différent de celui de la prévision ou de beaucoup de modèles d'intelligence artificielle aujourd'hui, puisqu'il s'agit, à travers la prospective, de penser des inconnus, ou certains stratèges disent des inconnus, unknown, c'est-à-dire des situations qui sont difficilement
imaginables, mais qui pourraient se réaliser, puisqu'on on a un biais cognitif avec on a une sorte de fixation cognitive sur nos expériences passées, sur l'expérience présente, et c'est très difficile de penser autrement. Alors, on dit penser en dehors de la boîte, mais c'est un peu ça en fait. Il s'agit de penser différemment et d'explorer les inconnus. Michel de Certeau nous dit, avec la prospective, c'est le futur qui interpelle le présent sous la forme de l'altérité. Par exemple, imaginer des situations de vie sociale avec ce qu'on appelle l'empathie artificielle, donc de l'amitié, ou tomber en amour avec un robot, etc. Ça n'est pas non plus un rapport au futur qui est du même type que la science-fiction, puisque avec les scénarios de prospective, il s'agit de pouvoir s'en inspirer et apprendre pour revenir vers le présent et formuler des plans d'action ou des programmes d'action, des recommandations qui soient innovantes. Si on a un scénario qui est trop dans la science-fiction, il est trop éloigné du présent et on ne peut pas le relier à un programme d'action. Si on a de la télétransportation, par exemple, dans un scénario, ça ne fonctionnera pas pour enrichir le programme de la ville intelligente de Montréal, par exemple. Mais c'est beaucoup plus une démarche qu'on appelle de conception innovante, où il s'agit de réviser l'identité des objets, des lieux, des acteurs, d'écrire des inconnus qui vont façonner la société de demain. Par exemple, sur la mobilité urbaine, nous sommes en train de vivre un véritable changement de paradigme, où il ne s'agit plus d'aller du point A au point B, de l'origine à la destination, avec l'hypothèse que c'est du temps perdu, et donc ce qui conduit à faire des tubes où il faut aller très 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 vite, mais à une mobilité où l'expérience de l'usager en tout temps, en tout lieu, peut être travaillée et être extrêmement riche. Par exemple, on peut lire un livre ou travailler dans un véhicule autonome, on peut s'arrêter et faire des rencontres sur des places publiques, que certains appellent des hubs de vie, on peut découvrir sa vie comme une aventure intérieure ou tout un terrain d'aventure et de découverte à travers le vélo, faire ses courses, etc. Donc la vie, c'est pas simplement à l'origine ou à la destination, c'est aussi pendant le trajet. Et on peut même avoir une dérive qui est tout à fait rationnelle et utile, avec du temps utile. Donc c'est explorer ces changements de paradigme, c'est à explorer ces changements de paradigme que la prospective va être utile. Institutionnellement, la prospective est organisée sous forme de think tanks, souvent, qui sont... alors, par exemple, au Canada, on a Horizon Canada, qui est un think tank gouvernemental fédéral. Et puis, en France, on a, par exemple, le bureau France Stratégie, dont le travail, il s'agit d'explorer des futurs possibles, de mettre en récit des scénarios inconnus pour apprendre collectivement dans des contextes de très forte incertitude. Alors je cite Georges Amar, qui est un des grands prospectivistes des transports et de la mobilité. Il nous dit « Nous préférons du connu inefficace à un inconnu prometteur. La fonction de la prospective, c'est de travailler l'inconnu, de lui donner des mots, des concepts, du langage, du récit, afin que tout en demeurant inconnu, il devienne plus abordable, qu'il donne des prises à la réflexion, à l'action. » Et c'est exactement ce qu'on va faire dans nos travaux ensemble aujourd'hui. Alors, 5 thèmes, nous allons nous intéresser à 5 thèmes avec 10 équipes. Je vais présenter rapidement les différents thèmes. Premier thème, c'est la santé prédictive. Il y a une véritable promesse dans le domaine de la santé avec l'intelligence artificielle, avec l'imagerie médicale. Simon en a parlé aussi en introduction. Une santé qui est prédictive, préventive, très personnalisée. Mais ça pose un certain nombre de questions. Et pour cela, une première table, qui est l'équipe 1, partira pour la discussion d'un scénario sur l'intelligence artificielle au Québec en 2025. On a écrit des histoires, des petits récits, qui est une alerte pour Olivier. Olivier, c'est un usager, un citoyen, comme vous et moi, et qui a 27 jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, ce sont des personnes qui ont le même profil biologique que lui, génomique, etc. Et je vous dis juste pour un tout petit extrait de la fiction pour vous donner un petit peu le style d'écriture qu'on a adopté. On a fait un atelier d'écriture pour écrire près d'une vingtaine de fictions. 10 mars 2025, Olivier reçoit une notification sur son téléphone lui indiquant qu'un de ses 27 jumeaux numériques vient de recevoir un diagnostic de dépression, etc. etc. Qu'est-ce qu'il doit faire et tout ça. Et chacune des tables, vous aurez des histoires comme ça, qui se situent en 2025, parce que c'est sans doute le moment de plus forte intensité du déploiement de l'intelligence artificielle dans la société, plus fort qu'aujourd'hui en tous les cas, et pour essayer d'imaginer comment ça pourrait comment une histoire pourrait se passer sur l'intelligence artificielle au quotidien dans les prochaines années.
Deuxième équipe, le maintien des personnes âgées à domicile. C'est un sujet très important. On va passer de 1,5 million de personnes âgées à 2,3 d'ici 2030 au Québec, plus 50%. Et il y a un grand débat sur pourra-t-on maintenir les personnes âgées à domicile. C'est très souhaitable pour certains en termes d'innovation sociale aussi, mais ça pose un certain nombre d'enjeux en termes d'organisation, d'équipement, de services, etc. Et là aussi, on peut se dire, est-ce qu'il y a une promesse avec la robotique, l'intelligence artificielle, pour pouvoir réaliser cette politique ambitieuse. Et on a une histoire pour la table, c'est l'histoire de Soline, une personne de 80 ans, et Vigilo, son robot de soins à domicile. Et avec un certain nombre de questions éthiques, puisqu'il y a une amitié qui se développe, d'une certaine manière, entre guillemets, entre ces deux personnages. Et Vigilo remet cependant un rapport régulier aux enfants de Soline pour essayer de détecter de manière préventive s'il y a des risques de dépression, de démence, de perte de contrôle cognitive, etc. Donc, question de vie privée, question de... Deuxième thème, la ville intelligente. On va parler dans l'équipe numéro 3 des voitures autonomes. Marc-Antoine a souligné justement les limites de l'approche Moral-Machine du MIT. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est si derrière Moral-Machine, il n'y a pas d'autres enjeux éthiques liés au déploiement de la voiture autonome dans la ville. Notamment, dans le scénario sur lequel vous travaillerez, il y a une controverse sur le partage de la rue. Et sur la question de l'accès aussi aux véhicules autonomes, dès lors qu'il y en a peu, qui roulent doucement et de manière fluide pour créer une expérience des usagers, quel sera le type d'accès possible aux véhicules autonomes? Est-ce qu'on aura, tout citoyen de la ville, 2 heures d'accès aux véhicules autonomes et après un coût marginal très croissant ou des conditions extrêmement restrictives pour avoir accès ou autre? Objets connectés, équipe 4. Les objets connectés, ça peut être tout à fait pratique, intéressant pour si on a par exemple un régime santé à mettre en place, mais ça peut être aussi inquiétant si certains assureurs, certains gouvernements en profitent pour diffuser des recommandations, essayer d'influencer de manière douce ou moins douce les comportements. Donc on va parler, si c'est plus doux, de nudge, donc de petits incitatifs, de petits coups de pouce subtils qui vont être introduits par les algorithmes et pour les usagers. Et on vous propose un scénario avec un frigo intelligent qui va faire un certain nombre de recommandations sur les choix alimentaires d'une famille de manière contradictoire avec ce qui avait été choisi et programmé par cette famille. Ensuite, éducation prédictive. Il y a aussi des promesses sur sur les parcours d'apprentissage individualisés, que ce soit à l'école ou au cégep ou à l'université. Et là, on aura pour les tables 5 et 6. 5, ça sera plutôt l'IA à l'école, avec un assistant intelligent alter ego pour l'apprentissage à l'école. Et puis l'équipe 6, ça sera plutôt des scénarios sur l'intelligence artificielle pour doper les apprentissages des étudiants à l'université. Police et justice prédictive, avec la reconnaissance faciale et toute l'exploitation des données biométriques dans l'espace public. Aujourd'hui, on peut faire des choses techniquement assez fascinantes. Alors, ça peut être bien pour prévenir un attentat dans un aéroport, mais ça pose un certain nombre de questions si c'est dans l'espace public. Certaines villes chinoises ont commencé à mettre de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Et on aura, pour l'équipe 7, un scénario en 2025 sur une arrestation préventive dans l'espace public à Montréal. Pour l'équipe 8, ça sera la question de la justice prédictive. On a des prisons qui sont pleines, on a des erreurs qui sont faites pour des décisions de libération conditionnelle. Et on aura un scénario en 2025 où un juge sera devant une décision de faire une libération conditionnelle ou de maintenir quelqu'un en prison, dans un contexte où l'algorithme n'a pas eu le temps d'apprendre sur toutes les innovations sociales qui ont été mises en place dans la ville, notamment un nouveau programme d'insertion. Et il est face à un dilemme, est-ce que je dois suivre la recommandation de l'algorithme ou faire le pari que la nouvelle démarche de réinsertion mise en place dans la ville va fonctionner pour la personne dont il s'agit. Et enfin, on a un 5e thème sur l'intelligence artificielle et le monde du travail. L'équipe 9 travaillera sur notamment les discriminations lors du recrutement. On a beaucoup de biais d'affinité dans le recrutement. On a tendance, les employeurs, à recruter les gens qui leur ressemblent. Et il y a une promesse très intéressante sur l'intelligence artificielle qui est
de dire que ça peut neutraliser ces biais et permettre d'éviter justement un certain nombre de discriminations. Mais ça peut éventuellement introduire d'autres biais. Donc on a écrit un scénario en 2025 sur 2 candidats qui doivent passer par une vidéo lue par un agent artificiel pour leur recrutement et qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec cette situation. Et puis pour l'équipe 10, il y a on va aborder la question du remplacement et des nouveaux agencements entre humains et machines. Et là, on aura un scénario d'une entreprise de logistique durable qui doit réaliser une restructuration socialement responsable en 2025 parce que 1000 employés sur 3000 doivent être remplacés par des robots pour que l'entreprise reste compétitive. Donc se pose la question, et c'est une question, si on montre généralité, qui est valable pour des milliers d'entreprises au Québec et au Canada, c'est comment se préparer à ce choc du remplacement, et est-ce qu'on peut avoir des politiques publiques qui anticipent ces situations et qui accompagnent les entreprises et les administrations publiques sur cette question de façon innovante, responsable, etc. Voilà un panorama des thèmes qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. L'agenda de la journée, on termine les introductions maintenant sur l'intelligence artificielle, la déclaration de Montréal, l'approche par les scénarios de prospective. On va avoir une période d'atelier par équipe de 10h30 à 12h, où ça sera un travail de délibération prospective sur les enjeux éthiques sectoriels en 2025. Vous partirez de la fiction qu'on a écrite et qu'on a mis sur les différentes tables. Il y aura un travail de réflexion d'abord individuelle où chacun aura à écrire quelques post-it, quelques idées en réaction sur des enjeux éthiques posés par cette fiction. Vous pourrez vous appuyer sur les principes de la déclaration dans votre livret pour vous aider à formuler ces enjeux éthiques. Et puis on partagera ces différents points de vue. Et ensuite, on fera un travail il y aura une discussion, délibération collective tout autour de la table, et ce qui conduira à identifier 3 enjeux prioritaires qui peuvent être formulés pour ce secteur. Si vous travaillez vite sur votre table, vous pouvez éventuellement, on vous a préparé des deuxièmes scénarios d'approfondissement pour rebondir, pour aller plus loin. Vous pouvez choisir pendant 1h30 de travailler en profondeur sur un seul scénario ou d'aller plus vite et de faire un scénario plus une variante. Donc on a préparé une série de scénarios complémentaires. Après la pause lunch, l'après-midi, il s'agira de passer des enjeux éthiques en 2025 aux recommandations pour 2018-2020. C'est-à-dire on fait une sorte de rétrospection, on s'est projeté en 2025 et on va revenir vers le présent pour se dire quels sont, face à ces enjeux prioritaires, les recommandations prioritaires qu'on pourrait formuler pour le gouvernement du Québec. Et là aussi, vous avez une sorte dans le livret un répertoire de recommandations possibles. Vous pouvez aller évidemment beaucoup plus loin. On vous invite à aller plus loin et à être très précis sur le type de recommandations qu'on pourrait faire. Et on a préparé un poster qu'il s'agira de remplir avec une partie d'écriture créative, la une du journal en 2020, qui présentera une première initiative mise en place au Québec sous un style un peu plus narratif pour votre poster. Et enfin, on fera à partir de 15h15 une présentation des affiches par équipe, et donc thème par thème. Les 2 équipes de chaque thème viendront sur scène pour présenter les enjeux prioritaires identifiés, les recommandations formulées et la une du journal pour 2020. Voilà. La structure du poster est la suivante. Vous avez en bas à gauche des cases pour remplir les enjeux prioritaires en 2025. La colonne adjacente qui permet de préciser les recommandations pour 2018-2020. Et le haut du poster, qui est la Gazette de l'IA responsable en février 2020, avec le titre de l'initiative et un petit article à remplir. Donc ça donnera en fait une sorte de langage commun pour toutes les équipes, et ce qui permettra de présenter les différents travaux des équipes de façon assez rythmée, en moins d'1 heure à la fin de la journée. Voilà, donc on est dans l'intelligence collective, c'est-à-dire pour penser le déploiement responsable de l'intelligence artificielle, il faut de l'intelligence collective. Quelques principes, il n'y a pas de mauvaises idées, il faut multiplier les points de vue, on partage le temps de parole, les désaccords sont créatifs, il y a des désaccords, c'est normal, et il faut rebondir dessus, toutes les expériences et connaissances comptent, et avoir du plaisir, c'est l'essentiel. On vous remercie énormément d'être là aujourd'hui pour cette journée de co-construction. Et voilà, donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Merci beaucoup, Christophe Abrassard. Merci, Marc-Antoine Dillac. Merci, Simon Lacoste-Julien.
Écoutez, avant de prendre une courte pause et entrer dans le vif du sujet, si vous avez, on pourrait prendre 2 ou 3 questions adressées à l'un ou l'autre des professeurs. C'est le moment, on les a, ils sont embarrés ici, ils sont captifs. Profitez-en. Est-ce que, donc, par rapport, soit pour Simon Christophe ou pour Marc-Antoine, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? On va aller vous porter un micro. Eh bien, messieurs, c'était drôlement clair, vos présentations. Bravo! Bien, merci. Alors, on passe à la pause, c'est bien ce que je comprends. Alors, de retour donc à vos tables dans une quinzaine de minutes où on va débuter les discussions. Merci.